Alors je suis évidemment ravie et je remercie Madame la Ministre Sophie Cluzel de prendre du temps pour échanger avec des citoyens qui portent des combats, qui veulent aller jusqu'au bout et qui évidemment nous proposent d'innover, nous proposent des solutions terrain. Je suis maman d'un jeune autiste de 26 ans et j'attends une écoute. Effectivement un partage d'idées autour du sujet parce qu'on l'a travaillé avec des personnes sur le territoire dans lequel je vis et je pense qu'on a quelques idées intéressantes et j'aimerais pouvoir les partager avec elle. Alors, j'attends de rencontrer la ministre pour lui exposer la façon dont nous arrivons à rendre accessible la nature avec des personnes à mobilité réduite dans un contexte tout à fait banalisé. Et nous savons faire depuis un certain temps et le projet que nous portons, c'est de pouvoir le développer pour que dans d'autres endroits que le petit secteur où nous exploitons actuellement, nous puissions rendre toute la nature partout accessible. Alors moi j'attends de l'échange avec Madame Cluzel, une écoute et des actions concrètes pour faire avancer ces habitats inclusifs partout en France. Ravie d'être là, de pouvoir échanger avec des porteurs de projets concrets à partir des territoires. Voilà, et bien maintenant, place aux échanges en direct. C'est parti, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bien sûr. Merci Madame la Ministre d'être parmi nous ce soir. Merci aux porteurs de cause d'avoir pris du temps pour venir défendre leur combat. Alors qu'est-ce qu'une cause? Une cause, c'est un combat tout d'abord. Ce sont des personnes qui s'investissent sur des sujets. Alors pour nous aujourd'hui, ce sont les sujets de l'inclusion, le sujet des handicaps. Donc ça couvre évidemment tous les secteurs, tous les combats de l'emploi, le logement, allant jusqu'aux mobilités, aux loisirs, au tourisme, etc. Donc aujourd'hui, on va creuser ces causes, on va aller encore plus loin et l'objectif, c'est bien d'échanger avec Madame la Ministre sur ce qui existe et d'aller encore plus loin avec vous sur vos propositions pour innover. Alors les causes sur la coalition inclusion, c'est 79 sujets, donc c'est déjà énorme. Donc j'invite tous et toutes à aller voir pourunecause.fr pour soutenir ou pour porter une nouvelle cause. L'objectif est bien de lutter contre les discriminations, de lutter aussi contre une société qui exclut et bien sûr d'arriver à l'autonomie des personnes en situation de handicap et à les mêmes droits pour tous et toutes. Alors évidemment, on va s'intéresser à vous, on va s'intéresser aussi à la genèse de votre projet, aux actions que vous avez menées et aux innovations que vous proposez. Alors, on va commencer dès maintenant avec notre première cause. Donc, je propose à Françoise d'abord de se présenter. Merci Françoise pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Je te laisse présenter ta cause et ensuite on s'intéressera au détail et à un petit objet, je crois, que tu nous as apporté aujourd'hui. Donc moi, je présente la cause pour un emploi digne et efficient dans le champ du handicap, parce que ça vient d'un constat de terrain. En fait, dans l'association dans laquelle j'œuvre depuis quelques années, et puis dans le GEM tout récent qu'on a construit, on a fait le constat que nous avions beaucoup d'adultes, alors pour le coup, qui sont du champ de l'autisme, plutôt HPI et Asperger, mais pas seulement, parce que dans d'autres associations, je rencontre aussi des personnes à mobilité réduite ou avec d'autres handicaps invisibles aussi. Et on échange et je vois que les problèmes sont souvent les mêmes, les freins sont souvent identiques. Et puis parfois, vous pouvez cumuler. Et moi, j'ai dans mon association une petite jeune fille qui est Asperger et qui est à mobilité réduite. Donc, on a aussi tout ça. Donc, on a à cœur de travailler sur l'emploi des personnes en situation de handicap d'une façon plus globale parce qu'on pense que, en fait, les freins sont les mêmes. Alors, le retour que j'ai par rapport à ces jeunes, c'est un constat d'abord, très peu sont en emploi. Il faut le dire. D'autres ont connu l'emploi, mais l'ont vécu tellement mal au sein de leur entreprise qu'ils ont cessé de vouloir continuer à rechercher un emploi.
Donc, ce qui baisse un peu les chiffres qu'on a, parce que les chiffres qu'on a sur l'emploi aujourd'hui, c'est les gens qui sont demandeurs. Or, il y a aussi tous ceux qui ont abandonné parce qu'ils ont perdu espoir d'en trouver ou parce que le parcours a été tellement pour eux blessant, je dirais, ça va jusqu'à la blessure. Ils sont en perte de confiance quand ils reviennent, qu'il n'y a plus d'espoir et puis c'est beaucoup trop de souffrance. Ensuite, il y a un deuxième temps, j'ai travaillé sur le terrain donc avec une association, en groupe de réflexion avec les services pour l'emploi de ma ville et avec des conseillers pour l'emploi. Et on s'est aperçu qu'il y avait, eux aussi vivaient des freins, vivaient mal la situation parce que c'est jamais apaisant pour eux de ne pas avoir de solution et qu'il y avait peut-être plusieurs freins qu'on pouvait lever en fait. Et ces freins, ils commencent, donc je vais me permettre d'essayer de les lister un petit peu et puis aussi je vous listerai les freins et en même temps je vous listerai peut-être des solutions espérées ou voilà, sans savoir forcément qui doit porter ces solutions. C'est vraiment le travail. Donc on s'est dit d'abord que nos jeunes rentraient dans le marché, ce parcours de l'emploi pas assez préparés. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, d'abord, ils ne savent pas à quelle porte frapper. Souvent, ils n'ont pas fait un travail sur eux pour voir l'adéquation entre leur handicap et la réalité de l'emploi qu'ils espèrent. Souvent, ils ont besoin de travailler la confiance en eux. Ils ont besoin de pouvoir décoder les codes de l'entreprise. Donc, il y a toute une construction à faire. Et puis, ils ont aussi des besoins très pratiques, c'est-à-dire les aider à remplir le dossier MDPH pour pouvoir avoir une RQTH, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'était la reconnaissance travailleur handicapé. Donc, du coup, ils arrivent comme ça sans avoir rien jamais demandé pour certains. Et du coup, ils n'ouvrent pas des portes qu'ils pourraient ouvrir. Et puis... donc, cette relecture. Et puis ensuite, il y a besoin aussi, dans ce même temps, d'évaluer la personne. Alors, pour certains handicaps, sur tout ce qui est sensoriel, on va le découvrir, mais aussi... si c'est besoin de tutorat ou de l'environnement, dans l'environnement de travail, ce qu'il va falloir modifier, des choses comme ça. Et ce qu'il ressort des services pour l'emploi, c'est qu'en fait, c'est cette clé de la personne, elle est abandonnée. Enfin, c'est-à-dire, vous arrivez dans un service pour l'emploi, vous donnez ces éléments, et puis on vous envoie vers un autre guichet, et il faut recommencer. Donc, c'est très humiliant, c'est très pesant, alors que ça serait très simple, on pense du moins, ça serait simple de pouvoir avoir une sorte de clé que tiendrait la personne et qu'elle pourrait communiquer avant même qu'on la rencontre au prochain guichet pour ne pas avoir de redites sur ces spécificités de la personne. Enfin, c'est la clé de la personne pour qu'elle puisse être accompagnée au mieux. Le deuxième temps, on a réfléchi à l'accompagnement et à la construction de passerelles. Alors, le problème qu'on rencontre, c'est que les services pour l'emploi doivent toujours passer par la MDPH pour pouvoir orienter en ESAT, pour pouvoir orienter en emploi accompagné, les 3/4 du temps. Enfin, mais sur le terrain aujourd'hui, c'est ce qui se passe encore en fait. C'est le retour que j'ai du service encore hier des personnes à la base qui sont là et du coup ça rallonge encore le parcours, c'est compliqué, ça renvoie pas une image de maîtrise du parcours, donc ça met encore moins en confiance la personne qui est devant vous et qui cherche un emploi. Donc là, c'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaite tous agir. Ensuite, pour certains, des handicaps, c'est la facilité de transport jusqu'à l'agence qui va pouvoir vous accompagner. Ce n'est pas toujours évident, la facilité de transport. On a des transports pour les personnes plus de 80%, mais parfois, vous avez des personnes qui en sont en dessous du fameux taux et qui ont aussi besoin pour avoir accès, parce que aussi il y a la ruralité, accès à l'emploi, ont besoin de cet accompagnement en transport. Et puis, je vais dire, il reste encore à faire un travail aussi sur le travail de l'accessibilité PMR et même sensorielle de certains lieux aussi d'accueil qu'on a aujourd'hui qui ne sont pas faits dans le service pour l'emploi. Donc ça complique aussi la donne. C'est des choses très techniques. Ensuite, un autre point, c'est orienter et accompagner physiquement. C'est-à-dire que quand vous quittez un guichet, pouvoir faire l'accompagnement physique
jusqu'à la deuxième. Une fois que la personne a rencontré et que vous êtes en confiance avec la personne, vous accompagnez sur une autre personne juste une fois, mais juste pour faire le lien, à ce moment-là, on est dans la confiance et le dialogue se passe beaucoup mieux. Et ensuite, quand on accompagne, il faut aussi être en capacité de repenser, si c'est plus dans le même secteur de lieu de vie, repenser le lieu de vie et le service d'accompagnement à la personne aussi derrière. Ensuite, c'est la sensibilisation des personnes, du service eux-mêmes de l'emploi. Et pour le coup, elles sont demandeuses et elles trouvent qu'elles ne sont pas assez formées, qu'il n'y a pas assez de référents en fonction des types de handicap. Et puis, moi, je sais qu'il y a 8 ans, quand je suis arrivée, j'ai dû présenter ce qu'était le syndrome d'Asperger. Personne ne le connaissait. Hein, et j'étais à Cap Emploi. Il faut sensibiliser aussi, on pense, les RH dans leur école. C'est au moment où on les forme. C'est-à-dire comme il y a une évaluation TOEIC des personnes, qu'il y ait une évaluation de leur capacité à connaître le champ, de tous les dispositifs d'insertion professionnelle, aussi du handicap, et aussi ce qu'est l'utilisation de notre nouvel outil Autodiag, etc. Il faut que ça soit connu dès le départ, parce que plus les personnes en responsabilité les connaîtront, plus ça sera facile. Et ça peut commencer dès l'enseignement, en fait, dans les écoles de management ou autres. Ensuite, moi, j'ai été confrontée à un problème et je tiens à l'aborder. Ma mission locale n'a pas de référent handicap, n'a pas de poste référent handicap. Ça rentre dans leur champ d'activité et maintenant, c'est passé à 30 ans, l'accompagnement. Et on nomme une personne lambda, on ne lui donne pas de temps, on ne la forme pas et juste on a mis une personne. La réponse des dirigeants de ma mission locale a été qu'il n'y a pas de fonds fléchés. Alors j'ai dit, c'est très bien, il faut flécher les fonds. C'est-à-dire que quand on donne un fonds, je dis la mission locale, mais ce serait pareil pour les centres de formation. Si on est honnête, ce serait pareil. Eh ben, de flécher dans le financement qu'il y a réellement, peut-être 12%, puisque c'est 12% de personnes handicapées en France, enfin 12 millions, alors non, plus que 12%, pour le coup, je fais mal mes calculs, enfin un cinquième du coup, qui soit vraiment clairement dit, ben ça, vous le faites dans l'effort d'accueillir et de monter en compétence dans le champ du handicap et vous embauchez des référents handicap réel, avec un temps dédié et une formation acquise. Ce n'est pas une personne lambda qui nous donne une étiquette et qui ne peut pas agir. Le dernier point, c'est construire ensemble les ESAT de demain, les formations de demain avec les entreprises, parce que quand on se retrouve à un forum handicap sur l'emploi, on se retrouve entre personnes du champ du handicap. On a rarement les entreprises avec nous. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que nos ESAT on veut que les ESAT soient juste un lieu de passage. Or, aujourd'hui, ils ne sont pas en adéquation avec le tissu entrepreneurial local. Et du coup, ça ne peut pas être un lieu de passage. Du fait, ça devient des endroits où on reste et où on n'apprend pas vraiment un savoir-faire et une autonomie. Voilà. Donc là, il faut travailler avec les entreprises, le construire. Peut-être un Grenelle annuel avec les entreprises locales. Enfin, je ne sais pas quelle pourrait être la forme, mais il faut vraiment qu'on arrive à impulser ça, c'est-à-dire que vraiment, ça soit construit avec eux et en cohérence. Voilà, c'est tout. Oui, merci Françoise. On voit bien que votre combat, et c'est le nom de votre cause aussi, c'est un parcours vers l'emploi digne et efficient. Alors, très rapidement, présentez-nous votre objet. Je crois que c'est un cadenas, et puis je laisse évidemment la parole à Sophie. C'était un cadenas. Oui, ouvrir le cadenas, parce que pour l'instant, on a vraiment l'impression qu'on n'y a pas accès, pas suffisamment. En fait, aujourd'hui, on a quand même le double de personnes. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap, c'est le double, mais on ne tient pas compte des personnes qui ont abandonné et qui ne sont plus non plus en liste. Et ça serait encore plus haut s'il remontait. Voilà. Cher François, je pense que j'ai une partie de la clé de votre cadenas. Depuis 4 ans, on met en place ce qu'on appelle le job coaching, un emploi accompagné, parce qu'on a des personnes qui ont besoin d'être accompagnées en emploi. Et vous l'avez très bien dit, ça peut être un échec si justement on est mal accompagné. Et donc avec une fêlure, une blessure, vous l'avez très bien dit, et c'est ce qu'on veut éviter. Donc c'est la continuité du parcours. Vous avez parlé des jeunes, bon, c'est déjà le grand plan, un jeune, une solution, pour tout jeune, mais encore plus fléché pour les personnes en situation de handicap, quel que soit l'âge de la personne. Nous avons plusieurs dispositifs. Nous avons d'abord de l'aide à l'emploi direct, donc ça c'est très important aussi parce que c'est incitatif pour les entreprises. 4 000 € d'aide à l'emploi qui ont été prorogés jusqu'au 31 décembre par le Premier ministre, pas plus récemment qu'il y a 15 jours. Tout ça pour vous dire que ça fonctionne. 11 000 contrats signés, 66% en CDI. Dans les TPE, PME, qui sont la cible, souvent qu'on oublie. Donc là, on a cette aide. Mais ça ne suffit pas. Pour certaines personnes, il va falloir du job coaching. Alors, c'est quoi le job coaching? Nous rajoutons 15 millions dans le plan de relance. Ce sont des personnes qui sont formées justement
à l'accueil et à l'accompagnement, à la détermination du projet, à aller vers jusque dans l'entreprise, à aller dans l'entreprise, à adapter l'environnement de l'entreprise, à être pérenne auprès de la personne, gratuit pour les entreprises, job coach, formé par les troubles. Pourquoi que je dis formé? Parce que ce sont les experts du médico-social sur, par exemple, Clubhouse, Messidor, les associations qui connaissent l'autisme, puisqu'on parle de l'autisme aujourd'hui, qui accompagnent le projet, qui vont tester ce projet avec la personne in situ, en situation professionnelle, et qui vont pouvoir faire cette adéquation. Vous l'avez très bien dit, on ne peut pas laisser la personne seule. Dans les démarches administratives, dans la définition de son projet, dans l'aider à pousser la porte de l'entreprise, rentrer dans l'entreprise, y rester autant que de besoin, parce que ce sont des financements pérennes, qui sont solvabilisés par l'État, et qui travaillent en dispositif d'emploi accompagné en mode plateforme. Donc dans votre territoire, Le Havre, pour ne pas le citer, puisqu'on en a discuté, et alors, eh bien voilà, ces dispositifs, il faut que votre expertise sur l'accompagnement des personnes autistes, elles vont pouvoir rentrer dans ces plateformes. Plus besoin d'être du médico-social aujourd'hui. Je réponds tout de suite parce que c'était le cas avant. Non, on se met en plateforme. Vous êtes expert avec votre groupement d'entraide mutuelle, le GEM, hein, pour expliquer ce que c'est-à-dire que ce sont l'autodétermination des personnes qui, entre elles, peuvent se réhabiliter, justement reprendre confiance en elles. Vous l'avez très bien dit, c'est ça qui est important. Dispositif d'emploi accompagné, aider à ouvrir les portes. Le fait que votre mission locale vous dit « j'ai pas l'argent », ce n'est pas entendable. Ce n'est pas entendable. Un référent handicap dans chaque mission locale, un référent handicap dans chaque entreprise de plus de 250 salariés, un référent handicap dans chaque CFA, les 960 de France et de Navarre, c'est fait, ça commence à être fait et il faut qu'on les accompagne. Donc ça, c'est pas entendable, c'est à la mission locale, il faut exiger que ce référent handicap soit nommé. Les histoires de fonds, c'est pas vrai, ils sont fléchés, il y a les fonds. Maintenant, c'est mettre en œuvre l'exécution au plus près des territoires. Ce que vous êtes en train de le vivre, on ne le veut plus. On ne le veut plus, et c'est très très clair. Job coaching, l'argent est là, il faut juste que ça se structure et que ça descende au plus près de chaque territoire. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on creuse ensemble votre territoire, qu'on creuse ensemble tout ce que vous avez fait pour le mettre en application. Parce qu'en effet, le taux de chômage, il baisse, il a baissé de 3,8% alors que le taux des personnes non handicapées augmentait. On a tenu bon pendant cette crise, eh bien, il faut vraiment qu'à la relance, eh bien, les personnes en situation de handicap puissent en profiter. Pourquoi? Parce que ça embauche, il y a des besoins d'embauche, c'est indéniable. On a parlé de la qualification, de la formation. Ça, c'est un vrai sujet. Avoir la formation au plus proche de son territoire pour éviter de déplacer et de recommencer toute la miolinette des services d'accompagnement. On en a un petit peu échangé. Donc moi, je vous propose que vraiment cette coalition inclusion qui porte les dispositifs des territoires, eh bien en fait, on vous aide tout simplement à exécuter la politique publique qu'on a mis en place avec Elisabeth Borne, avec Brigitte Klinkert, parce que c'est exactement cela qu'on a fait. La clé, elle existe, il faut juste que ce soit avec le bon cadenas, qu'on puisse le mettre en place au plus près des territoires. Donc je vous propose qu'on prenne votre laboratoire, votre territoire c'est un laboratoire, et qu'on puisse décliner toutes les exigences qui sont inscrites et dans la loi, et on a besoin justement des députés là pour vraiment nous accompagner, mais la loi elle existe. On l'a même mis le job coaching dans la loi santé au travail pour faire de la prévention de licenciement pour inaptitude. Donc on a tous les leviers, maintenant il faut les actionner, vous aider à les actionner sur les terrains. J'ai juste une petite remarque. Enfin, l'emploi accompagné sur mon territoire, pour en parler, j'ai eu le sentiment qu'on déshabillait Pierre pour habiller Paul. Non, on a rajouté 15 millions. Oui, non, mais l'État, oui, mais sur ce qui se fait concrètement, c'est-à-dire qu'on va chercher des personnes qui travaillent déjà sur l'emploi des personnes, enfin moi c'est ce que j'ai vu, et on leur donne sur leur temps déjà qu'ils ont déjà autour des personnes handicapées un temps financé par l'emploi accompagné où elles vont être dédiées à l'emploi accompagné. Mais en fait, on a enlevé. C'est pas le but. C'est pas le but, mais non, oui, mais il y a des dérives, quoi. Je voulais juste le dire. Et juste pour ajouter la sécurisation des parcours, on est en train de travailler avec les ESAT justement pour qu'on puisse sécuriser ces parcours, de passer de l'ESAT à l'entreprise adaptée, à l'entreprise ordinaire, avec cette flexibilité de parcours, de pouvoir aller, venir, revenir si besoin. Et c'est vraiment ça qu'on travaille avec toutes les associations gestionnaires en ce moment, avec un très gros chantier de rénovation de ce parcours, de pouvoir donner cette fluidité. Et dernière chose pour les droits administratifs, puisque vous avez parlé du parcours du combattant pour les MDPH, l'emploi accompagné, normalement, il est prescriptible par le service public de l'emploi. Il faut juste qu'on forme de mieux en mieux les conseillers à connaître, alors c'est su, mais ce n'est pas encore assez su,
c'est aussi mal connu par les entreprises. Donc c'est très bien de pouvoir échanger sur ce sujet, parce qu'il faut qu'on le fasse savoir et qu'on le déploie. Merci Françoise. D'autres échanges, non? Non, vous aviez d'autres questions? Oui, vous viendrez me voir. Et voilà, un engagement territoire. Une fois que mon GEM sera mis en place, je vous invite au GEM et rencontrer nos jeunes justement. Très volontiers. Merci. C'est un sujet que je porte vraiment qui me... Mais on voit bien que l'emploi, d'ailleurs, c'est aussi une responsabilité sociale dans les entreprises. On sent d'ailleurs qu'elles commencent à s'impliquer de plus en plus. Enfin, sur mon territoire, c'est le cas. Et l'objectif, c'est d'essayer de les impliquer. Chez nous, on a les ambassadeurs du handicap, donc ce sont bien les entreprises qui travaillent avec le public là-dessus. On a aussi une entreprise qui s'appelle Mixity, qui propose de mettre en place auprès des ressources humaines dans les organisations, associations, entreprises, des indicateurs ressources humaines pour mettre en place une diversité et évidemment Alors, Valérie, je vous interromps parce que nous allons sortir le baromètre emploi et handicap en juillet avec tout le manifeste inclusion, avec des indicateurs qui vont montrer la politique RH. Parce que vous l'avez très bien dit, il faut qu'on puisse mesurer en toute transparence, comme on a fait l'index égalité femmes-hommes. Même combat. La diversité est une richesse. Il faut tout simplement qu'on publie ces résultats et qu'on voit l'avancement. Et là où ça ne va pas, eh ben, ça donnera envie d'y aller. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité sur tous les territoires. C'est-à-dire qu'en fait, on a le décalage entre la province quand même et l'Île-de-France ou d'autres grandes villes. Enfin, ça dépend. Mais en fait, tous les territoires n'ont pas la même réponse. On disait sur les formations. Voilà. Donc ça, c'est aussi qu'il faut que ça s'essaime un petit peu partout. Et aussi peut-être, on n'a pas parlé des SEMAG tout à l'heure, mais... souvent, il y a une pudeur quand les entreprises qui embauchent des personnes avec handicap qui veulent, et ça se conçoit, et c'est tout à leur honneur, je ne voudrais pas en faire la pub forcément, mais ceci dit, si on ne témoigne pas, on ne montre pas que c'est de l'ordre du possible. Et c'est important de témoigner. Bien sûr. Voilà. Merci Françoise. Évidemment, Merci. Alors l'autodétermination et l'autonomie, ça passe par une indépendance financière, mais pas seulement. Il y a tous les autres sujets qui tournent autour de l'emploi, il y a la mobilité et le logement. Et justement, on va parler de logement. Donc, je vous présente Marie-Claire. Mais Marie-Claire, je te laisse te présenter et présenter ta cause que tu nous portes aujourd'hui. Tout à fait, merci beaucoup Valérie. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Donc Marie-Claire Domingos, moi je suis aujourd'hui ingénieure dans le digital et je me suis engagée dans le cadre du mécénat de compétences pour développer la cause de l'habitat inclusif avec une équipe aujourd'hui, d'ailleurs je les salue s'ils nous regardent, de 25 jeunes de la société Soprasteria qui œuvrent au quotidien pour qu'un beau projet dont je vais vous parler puisse prendre vie. Voilà, et moi évidemment je suis touchée dans un entourage proche par des jeunes adultes autistes qui aujourd'hui n'ont pas de logement et restent à la charge de parents qui sont vieillissants, épuisés et qui comptent beaucoup sur notre engagement et l'engagement du gouvernement pour trouver des solutions en adéquation, en plus de la présentation de Françoise sur l'emploi. Voilà, donc après, ce qu'on a regardé également, c'est nos voisins européens ont, eux, des solutions, puisque beaucoup de jeunes adultes autistes, il faut savoir qu'on ne guérit pas de l'autisme, donc on fait beaucoup de choses pour les enfants, mais à l'âge adulte, on a l'impression que tout s'arrête et on ne sait pas quoi faire, entre guillemets, du jeune adulte autiste qui a en revanche de grandes capacités. On parlait de l'Asperger, mais pas que. Hein, même ceux qui ne sont pas Asperger ont des capacités, peuvent travailler et donc peuvent rester en France et ne pas partir en Belgique. Parce que aussi qu'on sait que quand on est autiste, on aime rester dans l'environnement qu'on connaît. On n'aime pas trop le changement et donc ça crée un stress assez important tant pour les familles que pour le jeune adulte autiste, de quitter comme ça la France et d'aller dans un autre pays. Donc, nous avons réfléchi. Donc, c'est un projet qui est né en famille. Donc, moi, je suis vice-présidente de l'association Maison Chrysalide. Donc, Chrysalide qui est le papillon enfermé qui devra, à travers différentes méthodes, et on va essayer de faire éclore cette chrysalide pour leur faire prendre un nouvel envol dans un monde beaucoup plus inclusif. Et on vous remercie, en tout cas au gouvernement, d'avoir placé l'inclusion au cœur de votre stratégie. Et je remercie aussi tous les porteurs de cause de l'énergie qu'ils mettent, parce que Madame le Ministre, vous le savez, nous faisons ça en plus d'un travail quotidien. Donc voilà, nous sommes en tout cas engagés sans faille pour faire évoluer la société et le regard sur le handicap. Donc nous proposons dans l'association Maison Chrysalide de créer un habitat inclusif dans la région des Hauts-de-Seine, parce que les adultes autistes viennent des villes des Hauts-de-Seine et nous voulons maintenir cette proximité par rapport à leur vie d'aujourd'hui. Donc un habitat qui verrait vivre ensemble 5 adultes autistes et 3 adultes valides, sous bien sûr la bienveillance de maîtres de maison,
donc de 4, un pour la semaine et un couple pour le week-end, parce qu'il faut bien penser aussi aux vacances. Donc c'est déjà une charge RH assez importante. Donc de les faire vivre ensemble et surtout de ne pas les laisser à l'abandon dans leur maison, mais de leur proposer un certain nombre d'activités. Et dans ces activités, nous incluons plusieurs choses. Donc nous avons travaillé aujourd'hui avec tout ce qui est digital. Nous avons réfléchi à des solutions de robotique humanoïde comme pont de communication avec les adultes autistes, puisque des études ont montré que souvent, les adultes autistes communiquent mieux avec un robot ou avec la machine, un téléphone portable, une tablette, qu'avec l'humain. Donc ça, c'est une première étude. La deuxième étude, nous étudions tout ce qui est objets connectés, les objets anti-crise épileptique, les armoires de médicaments connectés pour se souvenir exactement des doses de médicaments qu'on donne à chacun. Voilà, donc c'est avec toute une équipe d'ingénieurs de la société Soprasteria que nous réfléchissons à ces nouveautés. Et également, nous souhaitons que cette maison ait toutes les nouvelles technologies en termes de domotique et que cette domotique soit connectée à notre petit robot Pepper. Voilà, donc c'est un habitat inclusif, c'est un habitat digital et nous y ajoutons un habitat écologique puisque nous avons aussi une conviction avec la jeune génération, c'est que protéger la planète, c'est aussi respecter l'humain. Et notre projet est de respecter l'humain. Voilà, alors aujourd'hui, nous avons quelques difficultés. Nous ne trouvons pas aujourd'hui le lieu d'accueil, même si nous avons quelques pistes donc avec la mairie de Puteaux, la mairie du Plessis-Robinson. Aujourd'hui, c'est les mairies avec lesquelles nous sommes le plus avancés. Et bien sûr, il nous faut derrière des fonds pour lancer des travaux, réaliser un habitat, un cocon adapté, avec des couleurs adaptées, une architecture adaptée, une sécurité optimale pour les habitants. Voilà, donc nous cherchons à savoir s'il vaut mieux acheter, s'il vaut mieux louer. Mais en tout cas, nous sommes convaincus que ce projet verra le jour rapidement du fait de la grande motivation des membres de l'association. Alors je pense qu'il verra le jour très vite parce que c'est exactement dans la politique que nous portons. J'ai développé énormément l'habitat inclusif. Je vous rappelle que j'avais commandé un rapport à Denis Piveteau, Jacques Wolfram sur l'habitat inclusif. C'est le rapport qui a été le plus, je veux dire, travaillé instantanément puisque nous avons passé dans le PLFSS toutes les dispositions pour pouvoir avoir l'aide à la vie partagée, c'est-à-dire cette aide qui va permettre, avec une mesure starter très importante de l'État, financement à 80% de l'État, sur une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 € par résidents dans leur habitat inclusif, intergénérationnel, personnes âgées, personnes handicapées, personnes valides, évidemment, les personnes valides, elles n'auront pas l'aide à la vie partagée, mais voilà. Et donc, on va très vite, puisqu'on va signer avec les nouveaux exécutifs, là, à la fin du mois, quand il y aura eu les élections, nous aurons les nouveaux exécutifs, tout est prêt, j'ai déjà prêt 40 départements qui sont impliqués, et donc forcément ça va aller très vite. Donc le financement de ce service d'accompagnement, comme vous le dites très justement, il ne s'agit pas d'avoir une maison et de rien faire dans sa maison. Non, c'est un tout que l'on veut, aide à la vie partagée. Déjà un projet de vivre ensemble et un projet d'accompagner à l'autonomie les personnes en situation de handicap, là, quel que soit l'âge, mais là en l'occurrence ce sont des jeunes, c'est ce à quoi aspirent tous les jeunes, partir de chez eux, avoir leur logement, mais sans autant renier le besoin d'accompagnement. Une gradation d'accompagnement autant que de besoin, avec aussi de la prestation de compensation du handicap pour venir compléter. Donc l'État est là aux côtés des associations. On a déjà 600 projets qui sont dans les tuyaux. On peut aller très vite. On a plus de 4500 personnes qui peuvent bénéficier de l'habitat inclusif dans moins d'un an à venir. Donc votre projet peut tout à fait s'inscrire très vite. Le foncier, évidemment, c'est le maître mot, surtout en région parisienne, où il est cher, donc il faut travailler avec les mairies. Après, sur les problèmes de fonds de dotation, je vous mettrai en rapport avec d'autres associations qui font partie de l'Observatoire Habitat Inclusif, qui portent ces projets communs, parce qu'il y a des associations, le Club des Six, Omnia, etc., pour ne pas les nommer, mais qui, eux, on travaille déjà sur un fonds de dotation, pour justement pouvoir capitaliser des investissements pour pouvoir accéder soit à une construction, soit à une rénovation. Et je pense qu'il faut aller sur une rénovation, c'est beaucoup plus rapide, surtout en région parisienne. Donc vous êtes exactement dans les clous d'un projet qui peut sortir très vite. C'est ce que l'on veut. Et ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je creuserai votre projet ensemble, parce que ce qui m'intéresse, c'est la domotique et la technologie au service de l'autonomie. Aujourd'hui, on demande des heures d'aide humaine pour des choses qui pourraient être automatisées, même pour tout type de handicap, autisme, même polyhandicapé. On demande à une personne de revenir pour éteindre la lumière le soir pour quelqu'un qui est empêché d'aller l'éteindre sur des handicaps extrêmement sévères. C'est une aberration. Donc la technologie et la domotique, ça fait partie du développement, quelle que soit la pathologie ou l'âge, parce qu'on le porte ensemble avec Brigitte Bourguignon. Habitat inclusif, pour moi, c'est la réponse à un choix de vie de logement en cœur de ville, pour justement travailler sur les activités à côté, professionnelles ou pas,
mais développer tout simplement après la pratique sportive dans sa commune à proximité. Donc c'est un vrai engagement en fait des maires à travailler. Là, on est en train de faire une cause sociétale, du vivre ensemble en cœur de ville, en cœur de bourg, en cœur de village, avec des projets intergénérationnels, valides ou handicapés. C'est très intéressant ce que vous êtes en train de développer. Donc à 200% avec vous, on a les financements. C'est un vrai projet que le gouvernement porte et on est 4 ministres à le porter. Emmanuel Vargon, Brigitte Bourguignon, qui j'oublie, Jacqueline Gouraud et moi-même. Donc on est vraiment mobilisés en termes de logement, habitat, cœur de ville, personnes âgées, personnes handicapées. C'est exactement l'engagement du gouvernement, émancipation, pouvoir d'agir et choix de vie, le choix de vie des personnes. J'aimais mon choix de vie et on se met en 4 pour pouvoir tout simplement le réaliser. Donc très intéressé aussi pour étudier votre projet de plus près et vous mettre en relation avec déjà des porteurs de projets. Un grand merci, Madame le secrétaire d'État. Ça va continuer à nous motiver. Et grâce aux députés, on a voté très vite cette aide à la vie partagée. Vraiment, ça a été un projet qui a été coporté gouvernement et Assemblée nationale et enfin, le Parlement qui nous a aidés à aller très vite. Et la loi Elan aussi a apporté aussi des financements. Dans la conférence des financeurs territoriale, etc. Après, alors vous avez peut-être apporté un petit objet qui symbolise votre cause, qui s'appelle créer une maison de vie inclusive, partagée et digitalisée. Tout à fait. Alors le petit objet, en fait, c'est notre plaquette de présentation. Voilà, on y retrouve le papillon, on y retrouve une maison avec un toit ouvert, puisqu'on reste convaincu qu'on peut aussi éventuellement avoir plus d'autonomie en sortant de cette maison, si un jour on peut en sortir. Et là aussi, moi, je rajouterais une petite question, une petite réflexion. On voit bien que sur les territoires aussi, là aussi, enfin, ce que je vois, c'est que j'ai des promoteurs qui s'intéressent de plus en plus à ces sujets, des bailleurs sociaux, qui veulent travailler sur les éclairages, parce qu'on sait bien que les autistes ont un souci d'hypersensibilité lumineuse et auditive. Donc, ils vont travailler sur l'environnement, sur des portes d'entrée différentes pour qu'ils puissent... Et je sens qu'ils ont aussi envie de s'investir. Donc, c'est une belle connexion encore entre l'État et le privé. Quand vous pensez qu'on construisait intelligemment, ça sert à tous. Pour le bien vieillir chez soi, pour tout, de toute façon. Merci beaucoup, en tout cas. D'autres réflexions, Marie-Claire? Là, c'était très clair, en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Alors, évidemment, lutter contre l'isolement, c'est aussi pouvoir avoir accès à tout l'environnement et avoir accès tout simplement à la nature, accès au tourisme aussi, à la culture. Et aujourd'hui, on va s'intéresser avec Daniel à l'accès à la nature. Daniel, je te laisse présenter ta cause. Merci Valérie. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Je suis très heureux de vous rencontrer. Moi aussi. Vous savez, on est en phase de déconfinement. On a tous hâte d'aller dehors, de se promener. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes, du fait d'une mobilité réduite, qui vont rester semi-confinés, qui vont rester à proximité de leur habitat, ou qui même vont rester dans des institutions, ou vont rester seuls chez elles. Cette problématique de la mobilité dans les déplacements de loisirs, c'est la cause que je porte aujourd'hui, sur laquelle j'ai travaillé depuis... Alors pas tout seul, quand je dis je, pardonnez-moi. Derrière moi, il y a une association et puis il y a de nombreux partenaires. Hein. Vous le verrez tout à l'heure. J'ai travaillé à essayer de comprendre pourquoi on n'arrivait pas à résoudre cette solution alors que ça fait plus de 50 ans qu'on a marché sur la Lune. Donc on n'est pas capable d'aller marcher dans la forêt lorsqu'on a une mobilité réduite, c'est quand même aberrant. Donc la technologie le permet. Ensuite, on est confronté à des problèmes de coûts ou à toutes sortes de problématiques. Et c'est ce sujet-là que j'ai voulu aborder dans le cadre de l'association. Ça fait 20 ans. C'est un projet qui a démarré d'une expérience professionnelle, puisque j'ai travaillé dans les fonctions logistiques d'une entreprise. Donc tout ce qui se déplaçait sur des roues, que ce soit les personnes ou les marchandises ou les travaux, c'était mon rayon. Donc je me dis, il y a quelque chose à creuser, il fallait comprendre pourquoi. Donc petit à petit, on s'est mis en situation sur le terrain, accompagné par mon ancienne entreprise, accompagné par l'AGFIP, accompagné par des fondations. On s'est mis en situation de proposer des services avec du matériel adapté à l'époque que l'on avait trouvé dans le cadre d'une mutualisation de moyens. L'objectif était de se dire, puisque les aides techniques qui permettaient d'avoir accès aux milieux naturels sont coûteuses
pour un emploi peu fréquent, parce que autant on peut comprendre qu'un fauteuil roulant, on en a besoin tous les jours, autant on n'a pas besoin d'aller tous les jours dans la forêt. Mais néanmoins, si on peut y aller, tant mieux. Hein. Donc on a travaillé sur ce sujet, on s'est rendu compte que les aides techniques qui étaient proposées, très souvent étaient pensées à partir de l'idée de compenser le handicap d'une personne. Donc on était sur des éléments techniques qui n'étaient pas très polyvalents, puisque vous le savez très certainement que la compensation est très ciblée sur la problématique liée à chaque personne. Donc l'idée, c'était de se dire comment, lorsque l'on veut proposer un service à différentes personnes qu'a priori on ne connaît pas, comment allons-nous faire? Donc on s'y est mis. Et alors on a exploré beaucoup d'impasses. Alors nous ne sommes pas les seuls. D'autres que nous, bien évidemment, et tant mieux, ont essayé. Ce qui prouve qu'il y a une volonté, qu'il y a un besoin, qu'il y a des attentes. Hein. Mais la réponse n'est pas à la hauteur des besoins. Et de fil en aiguille, on a réussi à mettre au point le matériel polyvalent, du coup, qui va permettre d'emporter des personnes soit sur fauteuil, soit avec des strapontins, des personnes mal marchantes. Et l'objectif n'étant pas de s'adresser uniquement à ces personnes-là, mais à toutes les personnes qui les entourent, qui ont envie de vivre avec. Et du coup, on a réussi à traiter de la mobilité de manière tout à fait universelle. Et on est en capacité de faire des balades et des randonnées en pleine nature avec tout le monde, puisqu'on sait emporter avec nous des personnes qui ont des mobilités réduites. Donc maintenant, ce projet-là, on l'a développé non pas tout seul, parce que ça s'est fait avec des partenaires, notamment le parc naturel régional du Vexin. C'est des structures qui sont adossées derrière, vous le savez, il y a les départements, les régions et l'État. Mais elles ont cette particularité, ces structures de parc, c'est d'être très inventives et très créatives et en capacité d'accompagner et de porter des projets atypiques. Et ça nous va bien. Et grâce à ce partenariat, on a donc réussi à faire émerger ce qui s'appelle pour nous un nouveau service de mobilité douce dans les espaces naturels. Alors, on sait faire techniquement. On a mis au point le dispositif d'organisation et la méthodologie d'implantation. Il va rester à trouver les financements. On a vu qu'ils existaient, qu'ils étaient assez divers et éparpillés, mais néanmoins, ils sont là. Donc, il n'y a pas besoin de dégager des ressources supplémentaires, si ce n'est que celle du plan de relance qui pourrait peut-être nous aider aussi, et surtout de travailler en s'appuyant sur les territoires et sur les collectivités, parce que le principe de cette mobilité, elle va s'appuyer sur un territoire accueillant pour les personnes. Donc un territoire accueillant, c'est le petit territoire, c'est le maire, c'est les habitants, c'est tous ceux qui ont envie d'accueillir des personnes et de faire un petit élan de solidarité, mais aussi de faire connaître leur village, de faire connaître les caractéristiques de leur lieu. L'habitat, c'est lié au tourisme également. On a également réussi à mettre au point, puisqu'on est dans de la mixité de déplacements, une activité à caractère sportif handi-valide. Ça se base sur un principe d'activité autour d'un biathlon, où on est obligatoirement une équipe mixte, formée de personnes valides qui marchent, accompagnées de celles qui ne marchent pas. Chacune va faire des épreuves en lien avec la course d'orientation et des épreuves d'adresse autour de le tir à la sarbacane, tir à l'arc de plein champ ou carabine laser. Donc mettre un petit peu d'émulation, permettre à des familles de pouvoir avoir des activités en commun ou à des groupes d'amis, des tribus, etc. Donc on voit qu'on ouvre un champ des possibles qu'on n'a pas fini d'expérimenter. Et on compte aussi sur les autres parce que le projet, on a vu qu'il y avait les territoires, on a la méthodologie d'implantation, mais on veut aussi impliquer les personnes bénéficiaires parce qu'elles ont des choses à nous dire et à nous demander. Elles ont une expérience et elles vont nous permettre de proposer une offre qui va vraiment être adaptée à leurs besoins, à leur localité. Et à partir du moment où on aura résolu les problèmes liés au territoire, les problèmes liés à la mobilité des personnes qui sont à la périphérie du territoire, on pourra aussi bien accueillir des touristes. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir passer une petite pastille sur un accompagnement que nous avons actuellement par la DRIE, qui s'appelle la DRIAT maintenant. Sur l'accompagnement, c'est de la formation sur de la concertation pour de la participation citoyenne.
Donc notre projet, c'est d'impliquer les parties prenantes dans la construction de l'offre. C'est-à-dire qu'on va apporter le savoir-faire, la technologie. D'ailleurs, on l'a mise au point avec des élèves ingénieurs. On a travaillé dans un cadre académique avec des partenariats. On n'avait pas les moyens de faire autrement. Ça a mis du temps parce que le temps, c'est de l'argent. Comme on n'a pas d'argent, ça prend beaucoup de temps. Mais bon, néanmoins, on avance. Donc aujourd'hui, ce que j'espérais, c'est que d'autres que nous ne fassent pas le même parcours de 20 ans. Moi, j'ai très envie qu'on leur transfère ce que l'on sait faire aujourd'hui à l'échelle d'un territoire. Et pour cela, je souhaiterais que l'on puisse lancer un appel à manifestation d'intérêt auprès des parcs naturels régionaux qui seraient intéressés pour mettre en place une démarche expérimentale d'essaimage de notre produit qui aujourd'hui fonctionne sur le parc du Vexin. Eh bien, bingo, on va le faire. Pourquoi ? Parce Bravo. que ça remplit 3 cases. Ce que j'ai lancé pour l'accessibilité universelle avec les jeunes en service civique, qui vont être mis à disposition dans les collectivités locales pour accélérer justement et faire connaître aux commerçants, c'est-à-dire à l'accessibilité du quotidien, comment je vais à mon office de tourisme, comment je vais chez mon boulanger acheter ma baguette aujourd'hui. C'est la moitié des établissements recevant du public qui ne sont pas accessibles. Et 90% d'entre eux, ce sont des petits établissements qui reçoivent peu de public, mais qui pourtant font la quotidienneté de l'accessibilité. Donc on a lancé avec Sarah El Haïry les ambassadeurs en service civique en accessibilité. L'État en prend 85% à sa charge, ça ne coûte que 100 € pour chaque collectivité qui recrute justement ces jeunes en service civique pendant 12 mois. Donc il peut y avoir là-dessus un appui. Deuxième appui, c'est qu'on lance Accès Libre. C'est une plateforme numérique où tout le monde va pouvoir mettre en place déjà ce qui est déjà accessible. Et ça, c'est très important, de savoir ce qui existe déjà en accessibilité dans notre territoire sur la France entière. Et ces ambassadeurs, ils vont aussi incrémenter la base de données, parce qu'on saura mieux déjà ce qui est accessible. Et puis la troisième, c'est Destination pour tous. C'est le label que la délégation ministérielle de l'accessibilité travaille, et il faut en faire un atout dans Destination pour tous sur les parcs. Donc on va se mettre en relation, on va travailler ensemble. Je pense qu'il faut que vous rencontriez aussi mon ambassadeur des ambassadeurs d'accessibilité, Yann Jondot, qui est un maire, il n'est plus maire maintenant parce qu'il a renoncé à son dernier mandat, qui est paraplégique, expertise des personnes, qui était maire, qui a grimpé le Kilimanjaro en Joëlette pour sensibiliser sur l'accessibilité le président Larcher, le président de l'Assemblée nationale, c'était pas Richard Ferrand à l'époque, c'était François de Rugy, moi-même, etc., pour nous dire « aidez-nous à améliorer l'expertise d'usage de la circulation des personnes » en parcours, en notion de parcours et non plus une accessibilité, je dirais, qui est incantatoire d'un seul bâtiment, mais on ne travaille pas le parcours et la circulation. Donc vous rentrez exactement dans ce que je porte vraiment pour améliorer l'accessibilité universelle, tout type de handicap, très important, pas que les personnes à mobilité réduite, mais comment je travaille sur et en faire une force touristique, vous avez raison. Si on labellise Destination pour tous les parcs, eh bien voilà, on y est. Donc on va se revoir très prochainement, on va continuer à bosser ensemble. Vous, tous les trois en tant que porteurs de cause, vous allez m'aider à accélérer l'exécution de la politique publique qu'on porte, parce qu'on a tous les ingrédients pour réussir. Et ce que vous avez déjà fait, il faut qu'on les sème, ne pas perdre 20 ans comme vous l'avez dit, pouvoir transférer votre connaissance et votre expertise, bien sûr avec des personnes en situation de handicap, parce qu'on va beaucoup plus vite avec elles. Ce sont les experts de leurs besoins et en plus, ce sont des experts de la trouvaille qui leur ont servi justement à pouvoir dépasser leur handicap pour circuler. Et elles ont des milliers de choses à nous apprendre. Il faut qu'on soit moins dogmatique et beaucoup plus pragmatique. Donc moi, votre approche, elle me va très bien. Circuler pour aller à son boulot, circuler pour aller à son logement, c'est bien ça. Et circuler pour se faire plaisir. C'est votre cause que vous portez, c'est-à-dire accès à tous, à la culture, mais surtout au sport, à la nature. En faire aussi un élément important de reconstruction de soi-même, se dire que je peux partir en fratrie, je peux partir avec mes amis pour aller à cette balade qui m'était si impossible avant, et puis on y va. On a des jeunes qui portent ces causes-là. Je pense à Sam Ferroulet, Sam, qui est dit, moi, la nature, elle n'est pas accessible, mais j'ai envie d'y aller. Donc trouvons les astuces et les trucs et pour pouvoir y aller sur certains parcours. Donc je pense qu'on va se revoir très très vite. J'ai très envie, voilà. J'ai très envie, merci beaucoup. Alors, je vous ai amené un petit cadeau puisqu'on parle du territoire. C'est un petit ouvrage qui parle d'un site géologique sur lequel il y a des fouilles actuellement, qui se situe dans le Val d'Oise.
C'est un site sur lequel on arrive à faire visiter par des personnes à mobilité réduite. Et puis j'ai également une mission. Mes amis qui sont en situation de handicap, qui gambadent allègrement avec nous, m'ont demandé de vous inviter à venir partager une de leurs balades. Et pour ça ils m'ont dit il faut l'équiper, Madame Cluzel. Donc, vous allez avoir droit à une paire de chaussettes. Très bien. Et vous voyez qu'elle porte le logo du parc parce que sans eux, vous savez, je crois beaucoup à cette coopération avec les collectivités. On n'arrive pas tout seul. La revendication ne suffit pas. Il faut de la proposition, mais il faut aussi être agile et souple. Et c'est un peu la difficulté qu'on a dans les administrations qui ont un pouvoir régalien. Elles manquent un peu souvent, souvent même, de capacité, mais c'est peut-être pas leur rôle non plus, mais quand même, c'est le rôle du politique et des élus de s'intéresser à ça avec et de faire bouger les lignes. Parce que c'est les associations qui font bouger les lignes. Vous en savez quelque chose. Exactement. Mais non, mais vous avez raison. Et en plus, toutes les strates des collectivités, hein, parce que c'est une responsabilité populationnelle. Donc il faut qu'on travaille sur ces compétences qui sont croisées et qu'on les mette au service, en mutualisant aussi les équipements, en mutualisant surtout vos approches et votre expertise. Hein. Vous savez, en 20 ans, j'ai eu le temps d'observer toutes les ressources qui sont nécessaires aux résultats, elles sont en place. Il suffit, c'est pas simple, mais on peut les mobiliser. Si on a une vision, si on a le logiciel qui va bien, c'est-à-dire chercher la solution plutôt que de chercher simplement la compensation pour un tel qu'on ne connaît pas, on n'y arrivera jamais. Par contre, si on est sur une vision destination pour tous d'un territoire accueillant, etc., là, on va y arriver comme ça. Puis on mettra un peu de domotique, on aura l'appui de votre entreprise, et puis voilà, on va y aller. Et en plus, ils auront des chèques vacances, ils pourront bénéficier des activités. C'est surtout qu'on embauchera comme gardien du parc, peut-être pour faire les parcours, une personne en situation de handicap. Donc voilà, on mobilise l'énergie. Et puis on trouvera du foncier, parce que dans les villages, il y a certainement du foncier. Parce qu'il y a aussi du besoin sur l'habitat inclusif, aussi personnes âgées. Ça peut très bien se rapprocher, tout ça. Mais c'est une réhabilitation des bourgs, des centres-bourgs, quand vous avez un paysan qui est à la retraite, qui ne peut plus vivre dans sa ferme et qu'il a besoin d'un service d'accompagnement pour portage de repas, etc. En cœur de bourg, on peut intelligemment faire de l'intergénérationnel avec des besoins spécifiques pour chacun, mais qui se retrouvent dans un service d'accompagnement que l'on forme, que l'on accompagne. Et on a aujourd'hui les financements, on a la politique publique qui est là. Il faut juste qu'on puisse travailler sur les territoires et avoir ces chefs de projet un peu qui animent l'ensemble et sur du 360, c'est-à-dire la vie sociale, la vie culturelle, la vie professionnelle, le logement. Voilà, donc, mais c'est comme ça qu'on recrée ce vivre ensemble. La cohésion sociale, elle part par l'inclusion avant tout. Et c'est du gagnant-gagnant pour notre société. Donc vos trois causes, elles se réunissent, elles se regroupent. Et moi, je vais encore travailler avec vous, c'est certain. Alors voilà, je suis content, on vous a amené de l'optimisme en fait, et de l'espoir. Mais évidemment, voilà. Évidemment, et travailler avec les personnes, on y va 10 fois plus vite. Exactement. Donc, évidemment. Et derrière, ça peut aussi créer de l'emploi vert, participer à la transition écologique. Ça fait penser aussi à ça, ce sujet-là. Mais oui, et puis d'ailleurs, c'est du positif, c'est de la création, c'est de l'envie, c'est tout ça, ça va nous tirer vers le haut. Et d'ailleurs, je m'adresse à mes collègues députés. Vous avez pour une grande majorité des parcs naturels régionaux sur votre territoire. Donc adressez-vous évidemment à Daniel pour vous faire aider à travailler mieux avec les collectivités locales. C'est vrai qu'on arrive bientôt sur les départementales et régionales. Et il existe aussi le label tourisme et handicap. Alors je ne sais pas si ces sujets sont spécifiquement c'est plus une structure. Tandis que destination pour tous, il y a du cheminement. C'est ça qui est intéressant. Il y a de la cohérence. Territoire. Ils sont complémentaires. Ils sont complémentaires. Parce qu'effectivement, un hôtel accessible où il y a de l'hébergement et des chambres, c'est bien. Si autour on peut circuler, c'est parfait. Encore mieux. Voilà. Complémentaire. La complémentarité, la transversalité, c'est bien le sujet d'aujourd'hui. Madame la ministre, vous voulez ajouter un mot pour nos porteurs de cause? C'est énergisant, ces rencontres à partir des territoires, parce que comme vous l'avez dit, il y a une vraie énergie. Et il y a des experts, il y a les associations, et c'est un des piliers de notre société, les associations. C'est à partir d'elles, vous êtes les aiguillons de la politique publique, et nous, on se doit de vous accompagner pour pouvoir essaimer. Et vous l'avez très bien dit, on a un devoir d'équité territoriale. Et donc l'essaimage de votre expérience, il ne faut pas qu'on le perde, c'est très important, et pas qu'on réinvente la roue à l'autre bout du territoire. Et il faut que, moi je suis la ministre de toutes les personnes handicapées, où qu'elles soient sur le territoire, donc cet accès équitable, je veux dire, à ces solutions,
ben voilà, c'est important de pouvoir les échanger. En tout cas, merci beaucoup, Valérie, de porter cette belle cause de la coalition inclusion. Je pense qu'on a une vraie richesse et je pense qu'on peut bâtir une société différente, du vivre ensemble. Et on en a tant besoin, cette sortie de crise sanitaire. On le voit bien, hein, ce besoin d'oxygène, ce besoin de réenchanter la vie aussi et de donner du sens. Donc voilà, il est là le sens. Merci Madame la Ministre. Merci Alors beaucoup. évidemment, on rêve Donc, il faut tous. que j'aille dans le Havre, dans le Vexin et dans les Hauts-de-Seine. Oui, Voilà, c'est le exactement. programme Voilà. prochain. Mais Très bien. on rêve tous d'une société inclusive, évidemment, et vous êtes là pour nous aider à la porter. Et d'ailleurs, cette coalition inclusion, elle est importante sur toutes les coalitions qui ont été créées, c'est-à-dire à peu près une vingtaine. Nous sommes à la 4e position après l'égalité entre les femmes et les hommes, après l'éducation et après l'éducation. Donc finalement, ça montre toute l'importance et l'intérêt de cette société inclusive pour tous et toutes. Et je suis évidemment à vos côtés pour continuer à travailler, continuer à innover, vous écouter et bien sûr participer à l'évolution de vos causes. En attendant, je vous propose d'aller sur pourunecause.fr pour continuer à nous aider à trouver des solutions, à proposer à Madame la Ministre des nouveaux projets. Et je pense que ça sera très riche parce que la richesse vient des territoires et vous êtes là pour nous le montrer aujourd'hui. Merci à tous et à toutes. Merci. Merci. Des très beaux échanges, en fait, sur 3 sujets majeurs qui représentent tout simplement la politique de cette société inclusive qu'on est en train de construire. Donc, ravi d'avoir pu échanger avec des porteurs extrêmement motivés en territoire. Donc, 3 engagements de déplacement, les Hauts-de-Seine, le Vexin et puis le Havre, parce que je veux aller voir ce qui bloque. Ce qui m'importe, c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas encore à débloquer, à avoir les bonnes clés pour déverrouiller les verrous, ça a été dit. Donc, très heureuse d'avoir pu échanger avec ces piliers de notre société que sont les associations. Donc voilà, société inclusive, coalition inclusion, c'est partir des territoires pour donner de la chair vraiment à notre politique. Et je m'engage à pouvoir accompagner jusqu'à la fin ces projets et les essaimer en équité territoriale. Je tenais en tout cas à remercier Madame la Ministre de nous avoir écoutés sur notre cause en lien avec l'inclusion. Ça nous donne une motivation supplémentaire puisque, comme elle l'a dit, la force vient du terrain. Nous savons ce qui est bien pour les personnes porteuses de handicap. Donc vraiment ravi de cet échange et on espère de très belles collaborations à venir. Alors j'étais très content de pouvoir exprimer et exposer mon projet devant la ministre. J'ai ressenti une écoute très attentive. À la fin de l'entretien, elle m'a dit qu'elle nous reverrait parce qu'elle a envie de nous aider à développer notre cause. Alors c'était un échange intéressant, j'espère qu'on va pouvoir construire ensemble un parcours pour l'emploi plus efficient et plus digne. Et j'espère que je vais pouvoir ouvrir enfin le cadenas de l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Voilà.